Merci beaucoup Evelyne Ayer. Ça y est, vous êtes arrivé au bout de votre périple. Bon, il vous a fallu quand même un peu moins de temps pour venir de Paris à Montpellier que pour nos lointains ancêtres de sortir d'Afrique et d'arriver en Europe. Mais tout de même, ce fait un périple assez remarquable. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Je vais rappeler très brièvement que vous êtes professeur en anthropologie génétique au Muséum national d'histoire naturelle, que vous avez joué un grand rôle au milieu des années 2010 dans la redéfinition, réouverture du musée de l'homme, dont vous avez assuré le commissariat scientifique général, ainsi que celui d'ailleurs de la première expo qui a ouvert ce lieu, c'était Nous et les autres, sur la question du racisme, voilà, et que par ailleurs, alors on pourrait penser que vos travaux sont des travaux de laboratoire. Alors il y en a bien sûr, mais vous avez fait aussi beaucoup de terrain, et c'est une discipline qui vous a amené en Afrique centrale à rencontrer les fameux pygmées, les populations qu'on dénomme pygmées, ou encore en Asie centrale. Vous avez mené de nombreux travaux dans tous les pays qui finissent en stan, comme vous avez l'habitude de le dire, sauf le Turkménistan, je crois, mais tous les autres. Voilà, des travaux qui évidemment portent sur la diversité de notre espèce, notre évolution génétique, et puis aussi sur les effets, ça c'est un point important, les effets de la culture, que ce soit les structures familiales, l'alimentation, la langue, que ces effets peuvent avoir donc justement sur notre évolution génétique. Alors si ce soir on vous reçoit, c'est parce qu'il y a une occasion, une parution, La vie secrète des gènes, chez Flammarion, qui fait un petit peu suite, on peut dire ça comme ça, de l'Odyssée des gènes chez Flammarion. J'en dis pas plus parce que la salle a déjà beaucoup attendu. Je vous laisse rejoindre votre PowerPoint et puis après on passera aux questions du public. Alors je pense que c'est là le micro. Alors franchement, merci de votre patience. Ça a été une succession de hasards malheureux, malheureusement. Visiblement, il y a quelqu'un qui est décédé sur la voie, donc ça a retardé un des trains, conjugué à une grève qui est inattendue, parce que la grève, ça devait avoir lieu qu'hier, mais ça a lieu aussi aujourd'hui. Donc voilà, je suis désolée et merci beaucoup d'avoir attendu. Alors ce que je vais vous raconter ce soir, c'est ce que j'appelle l'Odyssée des gènes, qui est le titre d'un des livres que j'ai fait, et qui va un peu raconter l'histoire de l'humanité, de ce qu'on en a appris ces dernières années, avec, comme c'est mon métier, un gros focus sur ce que la génétique, l'ADN a pu amener sur notre connaissance de l'humanité. Alors déjà, je vous rappelle que nous sommes des primates. On fait partie de la grande famille des primates, et on sait que notre plus proche cousin, c'est l'ensemble chimpanzé-bonobo, et un peu plus éloigné, ce sont les gorilles. Et notamment avec les données génétiques, on a pu estimer depuis combien de temps notre lignée s'était séparée de celle qui va donner les chimpanzés et les bonobos. Et les estimations actuelles sont de l'ordre de 7 millions d'années. Donc il y a 7 millions d'années, on a un ancêtre commun avec les chimpanzés bonobos. Et puis après, chacune des lignées va poursuivre son aventure évolutive séparée. Alors après, donc l'évolution humaine, là, c'est du passé au présent. C'est un grand graphique qu'a fait une amie qui est paléanthropologue, qui présente un peu toutes les espèces qu'on trouve aux différentes périodes sur la lignée humaine. Et l'important de ce graphique, c'est de vous montrer que c'est buissonnant. En fait, il y a plein de moments où il y a eu plein d'espèces dans la lignée humaine. On ne sait pas quel rameau donne descendance auquel. Il faut plutôt que voir l'évolution comme quelque chose de linéaire. Vous voyez, on imagine toujours, on se redresse, etc., etc. En fait, c'est des buissons, c'est tout enchevêtré. Il y a plein d'espèces, de sous-espèces à différents moments de notre époque, à différents moments de notre lignée humaine. Et là, vous voyez, en haut, c'est Homo sapiens. Et en fait, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est la seule espèce qui reste de toute la lignée humaine. Et je vais vous en parler après. Mais ce qu'il y a d'important à retenir, il se passe plein de choses pendant ces millions d'années, mais en tous les cas, quelque chose de fondamental qui se passe
il y a environ 2 ou 3 millions d'années, c'est quelque chose qu'on appelle dans le jargon le paradoxe obstétrical. En fait, c'est le fait que le cerveau augmente de taille au fur et à mesure de la lignée humaine. Il augmente au fur et à mesure, on a un cerveau qui devient de plus en plus gros, et en parallèle, on devient bipède. Et comme on devient bipède, ça bloque les hanches. Okay, et ça rend les accouchements particulièrement difficiles. On est une des espèces parmi les mammifères qui a le taux de mortalité lié à l'accouchement qui est le plus élevé. L'accouchement chez les humains, enfin chez la femme, est particulièrement difficile. Donc au cours de notre évolution, on a à la fois un cerveau qui augmente en taille et en même temps les hanches qui se bloquent du fait de la bipédie. Et donc, par sélection naturelle, pour régler ce problème-là, il y a eu la sélection pour des naissances immatures. C'est-à-dire qu'on naît un petit fœtus humain au moment où il sort du ventre de sa mère est particulièrement immature. C'est-à-dire il est plus petit que ce qu'il devrait être si on compare aux autres mammifères. Le cerveau du nouveau-né fait seulement 25% de la taille du cerveau final. Donc on est en quelque sorte, par rapport aux autres mammifères, nous sommes des prématurés, des immatures. Et c'est très important parce que ça veut dire que un grand moment de la construction du cerveau de l'individu va se faire au moment où il est sorti du ventre de sa mère, donc au moment où il est en interaction sociale avec ses parents, avec de la famille, avec d'autres personnes dans la société. Donc dès le début du façonnement du cerveau du nouveau-né, il est imprégné d'interaction sociale. Ce qui fait qu'on dit de notre espèce que nous sommes un animal social. C'est une caractéristique vraiment très très forte de l'humain d'une manière générale et qui donc s'explique dans le cadre de l'évolution de notre espèce. Alors notre espèce vraiment sapiens, donc 7 millions d'années, c'est ce qui va devenir, voilà, c'est toute la lignée humaine, mais ce dont je vais vous parler surtout, c'est de notre espèce, à savoir nous sapiens. Nous sapiens, on est une espèce qui émerge autour de 200 ou 300 000 ans en Afrique. Donc on est une espèce d'origine africaine. Si vous voulez, en gros, on est un singe tropical, hein, grosso modo. Et donc on vient d'Afrique et les derniers travaux montrent que notre espèce n'émerge pas à un seul endroit en Afrique. Il y a plusieurs endroits en Afrique où on trouve des fossiles qu'on peut classer dans les premiers sapiens. On en a trouvé en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord. On n'en a pas trouvé en Afrique centrale, mais c'est tout simplement parce que les fossiles ne se conservent pas dans des zones très tropicales. Mais il est tout à fait vraisemblable que les premiers sapiens étaient aussi présents en Afrique de l'Ouest. Alors, ce qu'on sait, entre autres, à partir des analyses de données génétiques et aussi à partir des données de la préhistoire, enfin des données culturelles, c'est qu'il y a eu des échanges entre ces populations-là hein, pendant donc plusieurs centaines de milliers d'années. Et à un moment donné, notre espèce décide d'aller explorer le reste de la planète. Ça a lieu il y a environ 70 000 ans. Hein. Il y a environ 70 000 ans, on voit les traces des premiers sapiens qui sortent du continent africain et qui vont aller coloniser tout le reste de la planète. Le premier continent d'ailleurs colonisé, ça va être l'Australie, il y a 50 000 ans, enfin en passant par l'Asie. Hein. L'Europe est explorée il y a environ 40 000 ans, 45 000 d'après les dernières datations. Et pareil, l'Asie continentale autour de 40-45 000. Ça, c'est des données qui ont été calculées avec les données génétiques des gens qui vivent à l'heure actuelle sur la planète. Donc, c'est les données des sorties d'Afrique et de la colonisation de ceux qui ont laissé des descendants jusqu'à nos jours. Il y a eu d'autres sorties d'Afrique.
Il y a d'autres sapiens plus anciens que 70 000 ans qui sont allés en Europe, d'autres qui sont vraisemblablement allés en Chine, mais ils n'ont pas laissé de descendance génétique jusqu'à nos jours. De la même manière, l'Australie, il y a des traces archéologiques d'une colonisation peut-être plus ancienne, de 60-65 000 ans, mais ceux qui ont laissé des descendants jusqu'à nos jours, c'est ceux qui sont arrivés là-bas il y a environ 50 000 ans. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant quand quand notre espèce sort d'Afrique il y a environ 70 000 ans, c'est qu'on rencontre une autre branche de la lignée humaine qui s'appelle l'homme de Néandertal. Quand Sapiens sort d'Afrique, en Eurasie, en Europe, en Asie, il y a déjà une autre espèce qui s'appelle l'homme de Néandertal. Lui, il est issu d'une sortie d'Afrique d'avant. Il y a environ 600 ou 700 000 ans, et il est arrivé en Europe, en Asie, il s'est adapté en Europe et en Asie. Et donc, nous, Sapiens, quand on sort d'Afrique, on va rencontrer cet homme de Néandertal. Et c'est là où les données génétiques ont amené énormément d'informations avec ce qu'on appelle l'étude de l'ADN ancien ou la paléogénétique ou la paléogénomique. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée d'arriver à extraire l'ADN de fossiles. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, avant que cette discipline émerge, pour avoir l'ADN d'un individu, on prenait son sang ou sa salive. Et il y a des chercheurs qui ont développé ce qu'on appelle la paléogénétique ou la paléogénomique ou l'ADN ancien, hein, c'est des synonymes, qui sont arrivés à extraire de l'ADN donc de gens qui sont morts il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. La personne qui a le plus développé ce champ de recherche s'appelle d'ailleurs Svante Pääbo et il a eu le prix Nobel de médecine et de physiologie cette année pour ses travaux en paléogénétique, donc pour cette étude de l'ADN ancien. Alors c'est super parce que ça permet donc d'avoir l'ADN d'espèces ou de populations qui ont complètement disparu. C'était un gros challenge technique. Quand il a commencé à se lancer à dire qu'il voulait arriver à analyser l'ADN qu'on trouvait dans les os, etc., ça a surtout fait rire beaucoup de gens et il a persévéré et il y est arrivé. Et donc, par exemple, là, c'est une carte qui représente tous les endroits en Europe ou en Asie où on a différentes équipes, on peut trouver de l'ADN de Néandertal. Donc, vous voyez, Néandertal, il vivait en Europe et il vivait jusqu'en Sibérie. C'est pour ça qu'on dit qu'il vivait dans toute l'Eurasie. Alors, ce qu'ont montré ces études génétiques, c'est qu'en comparant l'ADN de Néandertal et l'ADN de Sapiens, notre espèce, on trouve dans tous les individus sur la planète qui ont des ancêtres à l'extérieur de l'Afrique, 2% de leur ADN qui vient de Néandertal. Donc ça a été trouvé tout simplement en comparant l'ADN de Néandertal et l'ADN de Sapiens actuel. Et on a vu que si vous imaginez l'ADN d'un individu, eh bien, il y a plein de bouts qui viennent de Néandertal. Et donc, ça veut dire qu'on s'est croisé avec Néandertal et que il y a eu des croisements qui ont donné naissance à des bébés qui ont survécu jusqu'à nos jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est tous 2% de notre ADN qui viennent de Néandertal? Là, je suis désolée, c'est la séquence chiffres. Donc, mais il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Alors, déjà, il faut que je vous rappelle qu'est-ce que c'est que notre ADN. L'ADN d'un individu est fait de 3 milliards de lettres. Les lettres dans l'ADN sont seulement A, C, T, G. Donc 3 milliards de lettres. Il y a un ami qui a calculé ça. Ça correspond à un livre qui ferait 700 000 pages comme ordre de grandeur. Donc vous avez 700 000 pages écrites en A, C, 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 T, G, A, C, C, etc. Donc ça, c'est l'ADN d'un individu. Si je prends le livre d'un individu, l'ADN d'un individu, et que je le compare à un autre individu sur la planète, je vais trouver une lettre sur 1000 de différentes.
1 pour 1000 de différence. C'est-à-dire qu'on est identique à 99,9%. Okay, comme pour vous donner un ordre de grandeur. Cette proximité est vraiment très forte si on la compare à ce qu'on trouve dans d'autres espèces. Alors maintenant, je reviens à Néandertal. Néandertal, alors quand je vous dis que vous avez reçu 2% de Néandertal, ça veut dire que grosso modo, il y a 2% des chapitres du livre qui viennent de Néandertal. C'est-à-dire, par exemple, vous avez plein de chapitres de livres et de temps en temps, il y a un de vos chapitres de livre, en le lisant, on arrive à voir qui vient de Néandertal. Mais le fait d'avoir un chapitre de livre Néandertal plutôt que Sapiens, en fait, ça n'est pas si différent que ça. C'est-à-dire, si vous aviez votre chapitre qui était Sapiens ou si vous avez un chapitre Néandertal, il y a en fait très peu de différence. C'est ce qui est mesuré par ce chiffre. Néandertal et Sapiens sont identiques à 99,7%. C'est-à-dire qu'il y a seulement 13 lettres différentes sur les 10 000 si je regarde un bout de génome Néandertal ou si je regarde un bout de génome Sapiens. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 10 fois moins de différence que si je comparais le génome de Sapiens à celui de chimpanzé. Alors, néanmoins, il y a des petites différences qui peuvent être intéressantes. Donc, pour 10 000 lettres, il y a 10 de différence entre deux sapiens, 13 entre un sapiens et un néandertal. Donc, pour l'essentiel, les 2% de génome que vous avez reçus de néandertal, ça fait rien du tout. Mais alors, rien, ça change strictement rien. Surtout que dans un ADN, il n'y a pas beaucoup de l'ADN qui sert à grand-chose. Il y a seulement un petit bout de l'ADN qui sert vraiment à quelque chose. C'est ce qu'on appelle les gènes. Okay, les gènes, c'est le bout d'ADN qui va être lu et qui sert à quelque chose. Par exemple, le gène de la couleur des yeux, le gène, des gènes impliqués dans la couleur de la peau, etc. Et donc, dans votre ADN, comme tout humain, vous avez environ 20-23 000 gènes. Hein, ça change assez régulièrement. Donc, vous avez des bouts de gènes. Et sur tous ces gènes, il n'y en a que 60 qui sont différents entre un néandertal et un sapiens. C'est-à-dire qu'ils sont différents, c'est-à-dire que systématiquement, ils vont faire des choses différentes. La forme du gène néandertal est différente de la forme du gène de sapiens. Mais systématiquement. Et en fait, il n'y en a que 60 qui sont systématiquement différents entre un néandertalien et un sapiens. Alors, ah oui, juste pour revenir, donc justement, il y a des gens qui s'intéressent à ces 60 qui sont systématiquement différents. Ils se disent, on aimerait bien comprendre un peu mieux. Et donc, le fameux Svante Pääbo dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a développé l'ADN ancien, c'est aussi un de ces champs de recherche vraiment favorisés, c'est-à-dire que il prend des cellules et il induit dans des cellules humaines, il induit des mutations qui correspondent à la variation néandertale. Hein, donc, il donne une forme au gène, la même forme que celle que portait Néandertal. Et donc, il l'a fait dernièrement avec des cultures de cellules de cerveau. Okay, on peut quand même cultiver les cellules de cerveau, ça fait pas un cerveau, hein, ça fait un espèce d'organoïde de cellules de cerveau, mais enfin bref, ça permet quand même de regarder quelque chose. Et donc, dans ces cellules de cerveau, il avait mis une des mutations spécifiques néandertales qui fait que le gène est plutôt de forme néandertale que humain. Et donc, il y a une mutation qui change le type de connexion entre les cellules de cerveau. Et il l'a refait pour une autre mutation qui change la vitesse à laquelle les neurones se multiplient. Donc on en est à essayer de comprendre un peu c'est quoi ces différences entre Néandertal et nous. Mais il reste un truc beaucoup plus mystérieux. On reçoit tous 2% de notre ADN de Néandertal. Enfin, sauf les gens qui ont tous leurs ancêtres en Afrique, parce que le mélange, je vous ai vu, il s'est fait au moment où nous, on sort d'Afrique, c'est le moment où on rencontre Néandertal.
Chacun a reçu des 2% qui vont être différents d'un individu à l'autre. Comme je vous dis, si on reprend l'analogie du livre, chacun a des chapitres qui viennent de Néandertal, mais c'est pas tous les mêmes chapitres. Certains vont avoir le chapitre 19, l'autre le chapitre 2567 qui vient de Néandertal. Donc, on reçoit tous des 2% de Néandertal différents les uns des autres. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est que si je prends chez tous les individus qu'on a regardés à l'heure actuelle ces bouts de génome qui viennent de Néandertal, je n'arrive pas à reconstituer tout le génome de Néandertal. Il y a toujours 60% de l'ADN de Néandertal qui ne nous a pas été transmis. Il n'y a que 40% du génome de Néandertal qui nous a été transmis. Donc il y a 60% du génome de Néandertal qui n'est pas compatible avec le nôtre. C'est-à-dire que quand il y a eu des croisements au début, les enfants, les descendants qui avaient ces fameux 60% qui ne sont pas compatibles, visiblement, ils n'ont pas survécu ou ils ne se sont pas reproduits. En tous les cas, ils n'ont pas transmis leurs gènes aux générations suivantes. Donc, il y a 60% du génome de Néandertal qui est visiblement pas compatible avec notre génome de Sapiens parce que personne porte ces bouts-là d'ADN de Néandertal. Et ça fait partie des grands points d'interrogation à l'heure actuelle, avec des équipes qui cherchent à comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces bouts d'ADN de Néandertal qui sont pas compatibles avec nous. Et les derniers travaux montrent que cette sélection, le fait que ces 60% on les reçoive pas, qu'ils soient éliminés tout de suite par la sélection naturelle, c'est une sélection très, très, très rapide. Ça a été trouvé dans un site qui s'appelle le site de Bachokiro en Bulgarie. Je vous ai mis une flèche rouge, ça vous montre où est Bachokiro. On a trouvé dans ce site-là un des plus anciens européens qui date d'environ 45 000 ans en Bulgarie. Et avec les études d'ADN anciens, on a pu lire son ADN. On a retrouvé dans son ADN qu'il avait, comme tout le monde, les 2% d'ADN qui viennent de Néandertal, mais il avait d'autres bouts en plus, parce qu'on a retrouvé dans son ADN qu'en fait, il avait un arrière-arrière-arrière-grand-père ou grand-mère qui était néandertalien. Il avait un ancêtre à la 4e génération qui était directement néandertalien. Donc lui, dans son ADN, il avait les fameux 2%, mais il avait aussi d'autres bouts d'ADN de Néandertal. Pourtant, dans ces bouts d'ADN de Néandertal qu'il avait, encore une fois, il n'avait pas les 60% que l'on ne retrouve jamais, qui visiblement sont éliminés par la sélection naturelle. Donc ça veut dire que c'est une sélection naturelle très forte contre ces fameux 60% de génome de Néandertal qui ne sont pas compatibles avec le nôtre. Alors ça, c'est un graphique, je voulais l'enlever, puis j'ai pas eu le temps de l'enlever. En fait, c'était pour vous dire que, grosso modo, je vous ai dit, les 2%, ils sont tous différents d'un individu à l'autre, sauf des petits bouts d'ADN de Néandertal qu'on partage tous, parce qu'ils ont été super intéressants pour nous adapter au nouvel environnement. Notre espèce, elle sort d'Afrique, c'est un singe tropical, elle arrive au Moyen-Orient, puis après, elle va aller dans toute l'Eurasie. Ce sont des nouveaux environnements, il fait plus froid, il n'y a pas le même ensoleillement, c'est pas les mêmes pathogènes, etc. Eh bien, on va recevoir des bouts d'ADN de Néandertal qui vont nous permettre de nous adapter à ce nouvel environnement. Et donc, on a, par exemple, en Europe, il y a des bouts d'ADN qu'on a reçus de Néandertal, qu'on a quasiment tous. Et en général, ce sont des bouts d'ADN qui permettent de s'adapter à des pathogènes qui ont permis, dans le passé, de s'adapter à ces nouveaux pathogènes. Parce que Néandertal, comme il était là depuis plusieurs centaines de milliers d'années, il s'était déjà, lui, adapté aux pathogènes sur place. Nous, on arrive, on n'est pas adapté. Une des manières de s'adapter très rapidement, c'est par croisement. Par croisement, on récupère dans notre génome les bouts de génome intéressants de Néandertal qui ont permis de s'adapter. Donc on sait maintenant que dans les bouts de génome qu'on a reçus de Néandertal, il y en a beaucoup qui sont impliqués dans l'immunité, d'autres dans le métabolisme, d'autres dans la cicatrisation de la peau.
En Asie, c'est d'autres fonctions qui ont été sélectionnées. C'est normal, hein, c'est un environnement légèrement différent, donc c'est pas forcément les mêmes bouts de Néandertal qui étaient intéressants. Donc, on a reçu en général ce qu'on reçoit de Néandertal. Soit ça sert à rien, soit c'est plutôt positif, sinon ça a été éliminé par la sélection naturelle. Grosso modo, on en est à peu près là. Sauf que dernièrement, dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, il y a des chercheurs qui ont essayé de regarder s'il y avait des facteurs génétiques dans le fait de développer des formes graves du Covid-19. Et ils ont trouvé certains facteurs génétiques impliqués là-dedans qui font que quand vous avez cette forme de gène, vous avez plus de risques, malheureusement, de faire une forme grave du Covid-19. Et parmi ces risques génétiques, il y en a un, ils ont trouvé qu'on a reçu le Néandertal. C'est-à-dire que les gens qui portaient le variant néandertalien pour ce gène-là étaient plus à risque de faire un Covid grave. Alors, c'est en contradiction avec ce que je viens de vous dire, parce que je vous ai dit qu'en général, on récupérait les bouts d'ADN de Néandertal qui étaient intéressants pour s'adapter. Mais en fait, c'est peut-être que, d'après ce qu'on pense, ça a permis de s'adapter dans le passé à d'autres épidémies, mais c'est devenu quelque chose qui n'était pas, qui était plutôt dommageable dans le cadre de la nouvelle épidémie. Ça arrive souvent. À un moment donné, vous avez quelque chose qui est adapté à un moment donné, mais qui peut ne pas être intéressant ou au contraire être défavorable dans un autre contexte. Et effectivement, ce variant néandertalien qui donne un risque plus élevé, il a été retrouvé particulièrement élevé dans des populations au Pakistan et on pense qu'il a servi dans le passé à résister à d'autres épidémies qui sont arrivées il y a quelques dizaines de milliers d'années. Voilà, et c'est pour ça qu'ils les ont eus. Et maintenant, avec la Covid, c'est pas intéressant. Alors, je vous rassure, il y a Néandertal a donné d'autres bouts d'ADN qui, cette fois-ci, protègent contre la Covid-19. Donc, des fois, ils donnent des trucs, c'est plutôt bien. D'autres fois, voilà, quoi. Alors, donc vous voyez, le mélange avec Néandertal, il a eu lieu essentiellement au Moyen-Orient, hein, et c'est pour ça que donc toutes les populations à l'extérieur de l'Afrique, même en Australie, en Asie, en Europe, ont environ 2% de leur ADN qui vient de Néandertal. Et la deuxième croix rouge à droite, c'est parce qu'avec l'ADN, on a trouvé un autre mélange avec une autre espèce que Néandertal, à savoir Denisova. Voilà, c'est ce qui a été trouvé en 2010, encore une fois avec de l'ADN ancien. Les chercheurs sont tombés déjà sur un bout de phalange d'un petit doigt. Dans une grotte où il y avait des Néandertaliens, donc ils se sont dit, on va regarder l'ADN, ça va être de l'ADN du Néandertal. Patatras, pas du tout. Ils sont tombés sur une nouvelle espèce. C'est pas un Néandertalien, c'est ce qu'on appelle un Denisovien, du nom de la grotte, où il a été trouvé, qui s'appelle la grotte de Denisova. Après ça, ils ont pu vérifier ça avec une dent, et ils ont trouvé, en fait, c'est un cousin de Néandertal. Je dirais que c'est la version plus à l'est, encore plus à l'est de Néandertal. Donc Néandertal et Denisova sont des cousins et nous, on est des petits cousins. Et là, pareil, on a pu voir dans l'ADN qu'il y a eu des mélanges. Et par contre, les mélanges, c'est la partie sur la carte qui est plutôt en rouge et en vert. Les mélanges sont limités à l'est de l'Himalaya. Dans les populations européennes, on trouve très peu d'ADN de Denisovien. Par contre, on en trouve dans les populations les Amérindiens d'Australie, les populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée et aussi des populations d'Asie. Alors, à quoi ressemble Denisova ?
Alors ça embête beaucoup les paléanthropologues parce que c'est la première fois qu'on trouve une espèce juste avec son ADN et donc on n'a aucune idée de ce à quoi il ressemble. Donc en ce moment c'est la course à trouver Denisova, quoi. Donc on a l'ADN et là voilà, il y a tous les paléanthropologues qui fouillent pour arriver à le trouver. Et il y en a un qui a fait très fort, c'est un collègue Jean-Jacques Hublin qui en a trouvé une mâchoire au Tibet. Et il a pu analyser, cette fois-ci, pas l'ADN, mais les protéines, et montrer que c'était un denisovien. Donc ça, c'est une mâchoire de denisovien qui a été trouvée au Tibet. Alors, ouais. Il y a un bon candidat, mais on ne sait pas encore. C'est ce qu'on appelle l'homme-dragon qui a été trouvé l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est une histoire extraordinaire, cet homme-dragon. En fait, c'est dans les années 30, les Japonais ont envahi une partie de la Chine et ont forcé les Chinois aux travaux forcés à faire des voies de chemin de fer. Et donc, un des ouvriers est tombé sur ce crâne et il voulait pas que les envahisseurs le récupèrent. Donc, il l'a caché dans le puits au milieu de sa ferme, tout au fond du puits. Et il se trouve que cet homme a vécu fort longtemps parce qu'il est décédé il y a seulement 2-3 ans. Et au moment où il est décédé, sur son lit de mort, il a dit à son arrière-petit-fils ou son petit-fils, enfin je sais pas, enfin il a dit à un de ses descendants qu'il y avait un crâne qu'il avait caché dans le puits au fond de sa ferme, et c'est le fameux Dragonman. Et donc là, on a hâte de voir ce que ça va donner en termes d'ADN, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent ça pourrait être enfin le fameux Denisova. On ne sait toujours pas à quoi il ressemble. Et là, pour une fois, on aurait un peu plus une idée de ce qu'il est. Alors, Denisova, aussi, ce qu'il y a de super, c'est que pour les populations tibétaines, les sapiens tibétains, il a été très, très intéressant parce que les Tibétains, vous savez, ils sont adaptés à la vie en altitude et une partie de cette adaptation s'explique par des mutations génétiques qu'on trouve dans un gène qui s'appelle EPAS. Voilà, c'est son nom, le gène. Et donc, les Tibétains ont une variation de ce gène un peu différente des autres qui fait qu'ils sont adaptés à l'altitude. Et en comparant l'ADN des Tibétains avec celui de Denisova, les chercheurs ont pu montrer que ce gène d'adaptation à l'altitude, ils l'avaient reçu de Denisova par croisement. Donc j'avais dit, là, nous, on a reçu des trucs qui sont bien contre les pathogènes avec Néandertal. Et bien, au Tibet, ils ont reçu par croisement avec Denisova des gènes d'adaptation à l'altitude. Parce que Denisova, c'est comme Néandertal, il était sur place depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Donc lui, il avait eu le temps de s'adapter par sélection naturelle. Alors, les derniers travaux qui ont été faits par un collègue à l'Institut Pasteur, il a étudié les populations d'Océanie et il a pu montrer comme ça, dans ces populations-là, les bouts d'ADN qu'on retrouve de Néandertal, qui jouent dans le métabolisme, l'immunité et aussi la dermatologie, et des petits bouts d'ADN de Denisova qui vont surtout jouer dans l'adaptation aux pathogènes. Visiblement, la partie denisovienne qui a été transmise dans les populations d'Océanie leur a permis de s'adapter dans le passé à des pathogènes. Donc, vous voyez, déjà nos rencontres, c'est vraiment une histoire de mélange. Hein. Donc, avec les différentes espèces de la lignée humaine qu'on a pu rencontrer. Donc, il y a environ 50-60 000 ans, dans la lignée humaine, il y avait nous, il y avait Sapiens, il y avait Néandertal, il y avait Denisova, et il y avait aussi 2 autres sous-espèces. Il y avait l'homme de Flores, qu'on dit aussi le hobbit de la préhistoire, qui mesurait environ 1,10 m de haut, et il y a l'homme de Luzon, donc aux Philippines, qui a été trouvé il y a 3 ans par un collègue du Musée de l'Homme. Donc en fait, ça fait pas très longtemps que dans la lignée humaine, qui est complètement buissonnante, nous sommes le seul rameau qui reste en vie. Alors,
ça, c'était le premier point vraiment important dans l'histoire de notre espèce, c'est cette sortie d'Afrique, ces rencontres, etc. Il y a un deuxième temps majeur dans l'histoire de notre espèce, c'est ce qu'on appelle la transition néolithique. C'est quoi ? C'est le moment où on se met à domestiquer la nature, où on invente l'agriculture et l'élevage. Grosso modo, il y a 10 000 ans, à peu près, de manière indépendante, sur l'ensemble de la planète, les populations humaines se sont mises à domestiquer les plantes et les animaux. Donc nous, on connaît bien ce qu'on appelle la domestication du Moyen-Orient avec le croissant fertile, où c'est basé essentiellement sur le blé et l'élevage, mais vous avez eu aussi la domestication du riz, la domestication du cochon, la domestication du maïs, des pommes de terre, des tomates, donc dans différents endroits du monde. Donc le maïs, les tomates, les pommes de terre, c'est bien sûr en Amérique, le cochon et le riz, c'est en Chine. Vous avez la domestication de la patate douce à d'autres endroits, etc. Donc, il y a vraiment un changement qui est lié essentiellement à un changement climatique parce qu'on sort du grand maximum glaciaire qui a eu lieu il y a environ 18 000 ans. On a un réchauffement petit à petit de la planète et il y a des populations qui se mettent à l'agriculture. Et alors pourquoi c'est fondamental ? Parce que les populations avant l'arrivée de l'agriculture étaient toutes, on dit, chasseurs-cueilleurs. Okay, on chasse et on cueille. Il y a l'arrivée de l'élevage et il y a l'arrivée de l'agriculture. Et ça change fondamentalement la démographie des populations humaines. C'est-à-dire que c'est le moment où on devient vraiment une espèce invasive et on commence à faire une croissance démographique vraiment énorme et qu'on va petit à petit aller vraiment dans tous les endroits de la planète et qu'on va être de plus en plus nombreux. Donc, c'est vraiment une transition majeure pour notre espèce. En Europe, on n'invente pas l'agriculture, c'est venu du Moyen-Orient, c'est venu du sud de la Turquie, l'Anatolie. Une pensée pour nos pauvres amis turcs en ce moment, mais voilà. Et c'est arrivé en Europe par deux voies, par une voie méditerranéenne et par une voie dite du Danube. Et la question fondamentale de l'arrivée de cette agriculture en Europe, c'était de savoir si c'est une arrivée de nouvelles techniques, comme par exemple, on va se mettre d'un seul coup, vous avez les téléphones qui sont arrivés très vite à différents endroits sur la planète, ou alors si c'est une arrivée de gens avec leur nouveau mode de vie. Et donc, il y avait des débats assez intenses au niveau des archéologues, pas forcément sur la voie danubienne, mais sur la voie méditerranéenne. Et en fait, l'ADN ancien a permis de régler cette question-là parce que des études ont été faites où on compare l'ADN des populations avant l'arrivée des agriculteurs avec l'ADN des populations un peu plus tard, quand les agriculteurs sont arrivés. On regarde si c'est les mêmes ou pas. Okay, c'est pas, voilà. Et on a vu que c'était différent et qu'en fait, effectivement, c'était différent parce que l'ADN des agriculteurs venait clairement de l'Anatolie, de Turquie. Donc, l'ADN a permis de montrer que, en tous les cas, en Europe, l'arrivée de l'agriculture, c'est une arrivée de gens qui ont amené avec eux l'agriculture. Et après, arrivés sur place, ils se sont mélangés avec les populations qui étaient sur place, on dit les chasseurs-cueilleurs, donc qui étaient sur place, et ils se sont mélangés avec les populations sur place. L'ADN a révélé après ça un autre grand mouvement à l'échelle européenne, il y a 5000 ans, donc il y a moins 3000 ans. Il y a l'arrivée des nomades des steppes du nord de la mer Caspienne, ceux qu'on appelle des Yamnaya, qui arrivent à grosso modo à la période, pour ceux qui aiment l'archéologie, à la période qu'on appelle l'âge du bronze. Et donc on a une arrivée génétique massive de gens qui viennent, les Yamnaya, qui viennent des steppes.
Ce qui fait que si on regarde le génome typique d'un individu européen à l'heure actuelle, on oublie les 2% de Néandertal, c'est trop petit, on ne le verrait pas sur le graphique. Il est composé de 3 grandes composantes. En orange, les agriculteurs, c'est-à-dire ce qui vient de l'Anatolie. En bleu, les chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire les premiers Européens, ceux qu'ont peint les grottes de Lascaux. Et en troisième, les Yamnaya venus des steppes. L'Europe génétique est composée de ces mélanges entre ces 3 populations. Donc les premiers chasseurs-cueilleurs qui arrivent il y a à peu près 40 000 ans, l'arrivée des agriculteurs il y a environ 10 000 ans et l'arrivée des nomades des steppes il y a environ 5 000 ans, avec, vous voyez, des variations différentes selon les populations humaine. Et si on a le temps après, ça vous intéresse, ça a permis de raconter plein d'histoires sur les Basques et les Sardes, etc. Alors, la question, bien sûr, c'est comment se sont déroulées ces rencontres. Est-ce que les nomades des steppes, quand ils sont arrivés, ils ont tué tous les hommes et ils se sont installés sur place avec des hordes de guerriers violents et ravageants, tout ça? Parce qu'en fait, l'arrivée du génome des Yamnaya qui viennent des steppes est relativement rapide. Il se fait en quelques siècles. Bon, c'est rapide à notre échelle, hein. Et donc, c'est des rencontres où il y a eu vraiment des mélanges génétiques assez forts, et la question naturelle qu'on peut se poser, mais comment ça a pu se passer, ces rencontres? Et dans ce cas-là, je pense que c'est intéressant d'aller voir vers des exemples présents dans lesquels on a des rencontres comme ça de populations très différentes. C'est le cas, par exemple, des pygmées, donc ceux que l'on dénomme les pygmées. Hein. Le terme pygmée n'est pas un terme endogène, c'est un terme donné par les Européens à différentes populations de petite taille qui vivent en Afrique, qui en général ont un mode de vie plutôt de chasseurs-cueilleurs et qui côtoient, qui vivent avec des gens autour d'eux qui sont des agriculteurs. Hein. Donc, là, vous avez une représentation des différentes, les grandes taches de couleur, c'est les différentes populations pygmées que l'on peut, dites pygmées, que l'on retrouve au niveau de toute l'Afrique centrale. Et donc, on a monté des projets de recherche, parce qu'on a des ethnologues qui travaillaient sur ces populations. On a monté des projets de recherche en génétique pour essayer d'explorer la diversité de ces populations-là et comment elles échangent avec leurs voisins. C'est-à-dire, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se placer dans des endroits du monde où on a des populations humaines qui vivent au même endroit, mais qui finalement ont des modes de vie différents, et de voir comment se passent les interactions, comment les mélanges se passent. Alors, ce qu'on a fait en premier, c'est de faire des grands schémas comme ça. Vous avez le passé en haut, le présent en bas, et grosso modo, ça raconte l'histoire des populations. Alors, en rouge, c'est les populations qui vont devenir les populations pygmées actuelles, et en bleu, c'est les populations qui vont devenir les populations agriculteurs actuelles. Et ce qu'il y a d'intéressant dans les études qu'on a pu faire, c'est de montrer que toutes ces populations dites pygmées ont une origine commune. On a pu dater de quand date cette origine commune, mais surtout, pour ce que je veux vous raconter aujourd'hui, c'est qu'on a pu voir qu'il y a eu des mélanges entre les populations d'agriculteurs et les populations de pygmées qui ont commencé relativement récemment, il y a seulement quelques siècles. Et quand on regarde dans le génome des populations pygmées, on voit dans leur ADN les traces de ce mélange, c'est-à-dire qu'ils portent tous de l'ADN venu des agriculteurs. Donc il y a eu vraiment des mélanges génétiques, et ce qui nous a super intéressé dans cette histoire-là, c'est que visiblement les mélanges génétiques sont essentiellement dans un seul sens. C'est-à-dire que parmi les populations dites pygmées, vous retrouvez de l'ADN des agriculteurs en quantité assez importante, mais que parmi les agriculteurs, vous retrouvez peu de l'ADN de pygmées. Donc on a eu des croisements visiblement dans un sens. Et j'ai pas le bras assez long ou le micro est trop court. Attendez.
Ah, voilà. Et donc, on a pu retracer comment se faisait chez les mélanges. Donc là, vous avez en rouge des populations pygmées, en bleu des non-pygmées. En général, un homme pygmée a beaucoup de mal à épouser une femme de villageois parce que les pygmées sont en général vus de manière dévalorisante. On les considère, il y a même des endroits où on les considère pas vraiment des humains, pour vous donner un ordre de grandeur. Et donc, ils ont, en général, dans ce cas-là, il y a rarement de mariage. Par contre, il y a des mariages possibles entre des femmes pygmées et des hommes agriculteurs pour plusieurs raisons. Alors, bien sûr, il peut y avoir de l'amour, etc. Mais d'une manière un peu plus, je dirais, anthropologique, en fait, il y a le fait que on est dans des sociétés où pour se marier, il faut payer une dot pour l'épouse et que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez toujours épouser une pygmée parce qu'on ne va pas vous demander d'argent pour l'épouser, premièrement. Et deuxièmement, les femmes pygmées ont eu souvent la réputation d'être très fertiles, donc on est sûr d'avoir des descendants. Bref, il y a des mariages qui se font entre des femmes pygmées et des hommes villageois. On est dans des sociétés patrilocales, je reviendrai dessus, mais c'est que quand vous avez un époux et une épouse qui viennent de villages différents, on va s'installer dans le village de l'époux, du père, quoi, donc patrie locale. Alors, normalement, vous voyez, quand vous voyez ça, ils ont des bébés. Normalement, les gènes, ça devrait être les gènes pygmées qui vont vers les gènes des agriculteurs. Ok, là, j'ai représenté en couleur les gènes. En rouge, c'est les gènes pygmées. Eh ben, pas du tout. Parce que, en fait, en général, dans le village, au bout d'un moment, la femme, elle repart chez les pygmées. Avec ses enfants. Alors, soit parce qu'ils sont maltraités, soit parce qu'elle en a marre, soit parce qu'elle préfère vivre de là où elle vient. Donc là, vous voyez, on est dans un système social où on va avoir des flux de gènes du bleu vers le rouge assez facilement. On a des incorporations génétiques et sans aucune violence, juste parce que on a des règles sociales qui font que les mariages se font plutôt dans un sens que dans un autre. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer en quoi c'est intéressant d'étudier aussi les populations actuelles pour réfléchir aussi à ce qui a pu se passer dans le passé, parce que dans le passé on voit des flux de gènes dans un sens ou dans un autre, mais après il faut imaginer ce qui a pu se passer. Alors là, ce que je vous ai raconté, c'est des histoires de migration, mais il y a aussi les adaptations. Donc j'ai un peu évoqué avec Néandertal. Quand on sort, nous, on est un animal tropical qui vient d'Afrique, on va se retrouver confronté à plein d'environnements différents. Et donc, on s'est adapté à ces différents environnements. Il y a des adaptations génétiques. L'adaptation la plus connue, c'est la couleur de peau. La couleur de peau, en général, on a, entre guillemets, par sélection naturelle, on a des couleurs de peau foncées dans les endroits où il y a un fort ensoleillement parce que ça permet de protéger contre certains rayons UV. À l'inverse, en général, dans les endroits où il y a peu d'ensoleillement, pour des latitudes élevées, entre guillemets, la sélection naturelle favorise des couleurs de peau plus claires parce que ça permet de mieux assimiler la fameuse vitamine D. Donc, avant l'arrivée des études d'ADN ancien, on en était à cette histoire-là, qui est entièrement vraie. Et donc, on s'était dit, quand les premiers sapiens viennent d'Afrique, ils sont noirs de couleur de peau, ils s'adaptent assez rapidement à des environnements un peu d'ensoleillement. Et donc, les premiers Européens, assez rapidement, deviennent de couleur de peau claire. Mais, l'ADN ancien, on a pu regarder dans l'ADN ancien des mutations qui sont impliquées dans des différences de couleur de peau. Il y a pas mal de mutations qui font qu'on est d'une couleur de peau plus ou moins claire ou plus ou moins foncée, mais il y a certaines mutations qui ont un effet assez fort où en général, quand on porte une forme de la mutation, on va plutôt être de couleur de peau foncée et quand on porte une autre forme, on va plutôt être de couleur de peau claire. Donc, en analysant l'ADN des gens qui ont disparu, ces fameuses techniques d'ADN ancien, on peut regarder dans leur ADN quelle mutation qu'ils portent. Est-ce qu'ils portent plutôt une mutation couleur de peau claire ou une mutation couleur de peau foncée? Et j'aime beaucoup cette étude parce que c'est des collègues qui ont montré au Danemark que cette chasseuse-cueilleuse d'il y a à peu près 6000 ans, qu'ils ont appelée Lola,
Elle était visiblement de couleur de peau foncée. Donc jusqu'à il y a 6000 ans, pour l'essentiel, les Européens étaient des gens de couleur de peau foncée. En plus, en Europe du Nord, il y avait une mutation très fréquente sur une couleur des yeux bleus. Donc la plupart des Européens, je dirais de 40 000 à peu près 7 000 ans, étaient plutôt des individus noirs de couleur de peau avec les yeux bleus. Alors, comment on s'éclaircit de couleur de peau ? En fait, on s'éclaircit de couleur de peau pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on se mélange avec les gens qui viennent du Moyen-Orient, qui étaient de couleur de peau plus claire que les Européens. Donc, c'est un mélange dans ce sens-là, premièrement. Deuxièmement, comme avec l'arrivée de l'agriculture, on change d'alimentation, on a moins de vitamine D dans notre alimentation. Donc là, c'est vraiment important d'avoir une couleur de peau plus claire. Avant, quand on était chasseur-cueilleur, on chassait des animaux qui contenaient suffisamment de vitamine D pour que, entre guillemets, on n'ait pas besoin d'être de couleur de peau plus claire. Avec le changement d'alimentation, il y a 10 000 ans, au moment du néolithique, eh bien, on a moins de vitamine D dans l'alimentation. Et là, on voit la sélection naturelle pour une couleur de peau plus claire se mettre en place. Donc, en fait, la couleur de peau plus claire qu'il y a en Europe est quelque chose de plus récent que ce qu'on croyait. Et donc, le néolithique, c'est cette transition néolithique. Donc, je vous ai dit, il y a 300 000 ans, on est chasseurs-cueilleurs nomades. Grosso modo, il y a 10 000 ans, il y a la transition néolithique. On va changer d'alimentation. Ça a des effets assez forts. Il a fallu qu'on s'adapte à la nouvelle alimentation. Dans le Grand Nord aussi, il y a eu des adaptations à la vie dans le Grand Nord où eux, cette fois-ci, ils ont une alimentation qui est très riche en vitamine D. D'ailleurs, en général, les Inuits, ils sont pas très blancs de couleur de peau, hein. Ils sont plutôt, je dirais, beige, voilà, pour ceux qui quand ils vont, je dirais, au soleil. Et eux, par contre, ils ont eu une alimentation très riche en oméga 3. Et ils ont sélectionné des variations, des mutations qui permettent de digérer les oméga 3. Si vous allez vivre chez les Inuits pendant 6 mois et que vous mangez la même nourriture qu'eux, vous allez être bien malade, ça je peux vous le dire, parce que vous n'allez pas avoir la bonne mutation qui est dans un gène FADS1, qui est une adaptation à l'alimentation particulière des Inuits. Et donc ça, c'est une spécificité de l'humain. En gros, on fait des changements de culture, donc on devient par exemple agriculteur, on devient éleveur, on se met à chasser des phoques, donc c'est des changements culturels, et en retour, on va s'adapter génétiquement. Et l'exemple le plus classique qui nous touche beaucoup en Europe, c'est l'adaptation à la consommation de lait, ce qu'on appelle la lactase persistance. On est des mammifères. Les mammifères, ils digèrent le lait, mais quand ils sont enfants, hein. Sevrés, ils digèrent plus le lait, hein. Le veau, il boit du lait, la vache, non, hein, ok ? Le chat, vous avez intérêt à lui en donner quand il est chaton, lui donnez pas trop de lait quand il est adulte. En fait, digérer le lait, ça veut dire transformer le sucre du lait, qu'on appelle le lactose. Tous les sucres sont en rose, donc ça va. Avec une enzyme qui s'appelle la lactase, toutes les enzymes sont en ase, qui pour faire 2 sucres, le glucose et le galactose, qui sont plus petits et qu'on peut assimiler dans le sang. Donc digérer le lait, ça veut dire avoir une lactase qui casse le lactose en glucose et galactose. Chez tous les mammifères, la lactase, elle marche pas quand on est adulte. Elle ne marche que quand on est jeune. Okay ? Mais il y a des populations humaines où les adultes digèrent le lait, c'est-à-dire où ils ont une lactase qui fonctionne. Et ça a été remarqué dès les années 70. Il y a des populations humaines où quasiment tous les adultes ont une lactase qui fonctionne. Et ce sont des populations humaines qui traditionnellement étaient éleveurs. C'est des populations humaines qui ont consommé du lait depuis le néolithique, c'est-à-dire qu'ils consomment du lait frais depuis des milliers d'années, et donc ils ont une mutation qui permet de digérer le lait. Alors la mutation, elle existait déjà.
les gens se sont mis à boire beaucoup de lait frais parce qu'ils ont incorporé de l'élevage comme nouveau mode de vie. Et ceux qui portaient la mutation ont mieux survécu, se sont mieux reproduits. Et la mutation, elle s'est transmise au fil des générations à tel point que, en Europe du Nord, par exemple, 90% des gens sont lactase persistants. Il y a d'autres endroits en Afrique, vous avez des populations en Afrique où 90% des gens aussi sont lactase persistants, c'est une autre mutation, et pareil au Moyen-Orient. Et donc ça, c'est la carte en rouge, vous avez les populations où il y a beaucoup de gens qui digèrent le lait. Et donc, je vais juste, pour finir, vous faire un petit voyage dans mes républiques en temps, parce que donc j'avais monté plusieurs projets en Asie centrale, donc dans les républiques au Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Turkménistan, et oui, je les ai pas oubliés. Et pourquoi c'est intéressant pour cette question-là, c'est qu'on est dans une zone du monde, encore une fois, où on a deux modes de vie au même endroit. En Afrique centrale, c'était chasseurs-cueilleurs-agriculteurs. Là, c'est agriculteurs-éleveurs. On a deux types de populations qui se côtoient. Vous voyez, en haut, c'est des populations d'éleveurs et en bas, c'est des populations d'agriculteurs. Et donc, ils ont des alimentations différentes. Les éleveurs, ils n'ont pas beaucoup de carbohydrates, mais ils consomment beaucoup de viande et de lait, de produits laitiers. À l'inverse, les agriculteurs, ils ont une alimentation riche en carbohydrates, c'est-à-dire en céréales, et ils n'ont pas beaucoup de protéines. Et donc, je vous ai dit, les résultats depuis les années 70 montraient que les populations qui consomment beaucoup de lait depuis plusieurs milliers d'années, en général, ils ont une persistance de la lactase. Donc, on s'est dit, on va aller regarder ça. Non, on avait monté d'autres projets. Mais en passant, on s'est dit, on va regarder ça. Et donc, on a monté des missions pour aller échantillonner les populations là-bas. Échantillonner, c'est ce que ça veut dire prendre de l'ADN. Échantillonner, ça veut dire... Alors, dans ces pays-là, pour arriver à travailler, ce sont des anciens pays de l'URSS. Alors, donc, ça a une administration florissante. Donc, pour arriver à travailler à un endroit, donc on travaille avec des collègues à l'Académie des sciences là-bas, on demande l'accord au ministre qui va nous donner une lettre pour avoir l'accord au chef de région, qui va nous donner une lettre pour avoir l'accord du chef de sous-région, qui nous donne une lettre pour avoir l'accord du chef de district, qui nous donne une lettre pour avoir l'accord du chef de sous-district, et à la fin... une lettre pour arriver dans le village où on voulait aller quand même, quoi. Et alors, donc, à chaque fois, bien sûr, ça prend beaucoup de temps. À chaque fois, c'est des réunions. On réexplique notre projet, c'est normal. Et à chaque fois, on rencontre des gens. Donc, quand on va sur le terrain, il y a beaucoup de réunions administratives. Et pour tous ceux qui voyagent, vous savez, quand on va dans un pays, on amène des cadeaux. Et donc, les cadeaux, nous, qu'on a amenés, parce que ça plaît partout dans le monde entier, c'est des tours Eiffel. Donc, on a amené des tours Eiffel, mais des tours Eiffel, des grandes jusqu'aux toutes petites. Et donc là, il ne faut pas se gourer dans l'ordre. Il faut offrir les plus grands aux plus importants et on diminue petit à petit jusqu'au village. Et donc là, je ne sais pas si de loin vous voyez, mais il a une tour Eiffel sur sa table, une assez grande tour Eiffel. Lui, de mémoire, c'est un chef de région. Donc, en plus, ce qu'il y a de facile dans ces pays-là, c'est que l'importance des personnes est liée à la taille de sa table. Donc, les tables sont d'autant plus grandes que vous êtes chez quelqu'un d'important. Donc, on donne les tours Eiffel, etc. Là, vous voyez, en bas, on est juste au niveau d'un chef de village, dans l'Altaï, où je garde un souvenir très ému parce que on voulait travailler. Donc l'Altaï, c'est le sud de la Sibérie. C'est à la frontière entre la Russie, la Chine, la Mongolie et le Kazakhstan. OK, à peu près, voilà. Et c'est une région intéressante. C'est d'ailleurs là où ont été trouvés le fameux homme de Denisova. Mais nous, ça nous intéressait pour d'autres raisons. Et donc, pour avoir l'accord du maire du village à la fin, même si vous avez les autorisations écrites, il faut qu'il soit convaincu de l'intérêt de votre étude. Eh bien, je lui expliquais que lui, voilà, du sud de la Sibérie, c'est génial parce que c'est de là d'où sont parties les populations qui ont colonisé l'Amérique. L'Amérique, c'est un dernier continent
continent, voilà, ça a été colonisé après les autres, aux environs de 15 000 ans. Et on sait maintenant que effectivement, c'est des populations d'origine de Sibérie, du sud de la Sibérie, qui ont colonisé l'Amérique. Alors là, lui, il était très content. C'est ses ancêtres qui ont colonisé l'Amérique. Donc jusque-là, ça allait bien. Il a dit, je vais vous aider. Bon, après, je lui ai dit qu'on voulait aussi comprendre comment s'était passée la sortie d'Afrique. Et alors là, le fait qu'il ait des ancêtres origines d'Afrique, ça a été un peu plus compliqué. Mais bon, on y est arrivé en lui expliquant, mais voilà, ça s'est fait petit à petit, la couleur de peau, ça change petit à petit, etc. Mais on y est arrivé. Alors, vous voyez, aussi, en haut à gauche, des fois, c'est sympa, quoi. On discute, on a des cartes, on échange. Voilà, c'est des réunions à la fois formelles, mais à la fois fort sympathiques. Et après, donc, selon les endroits, des fois, on va directement chez les gens, dans leur maison. D'autres fois, on travaille dans l'école du village. D'autres fois, dans le dispensaire du village. Ça dépend. En fait, je dirais qu'à chaque village, ça a été différent. Ça dépend à chaque fois un peu de comment le maire ou la personne avec qui on discute souhaite organiser ça. Donc, on fait des enquêtes, parce qu'en même temps, on faisait des enquêtes sur les parentés, sur les systèmes de parenté. On a fait aussi beaucoup d'enquêtes linguistiques, dont je ne vais pas vous parler là. Et en même temps, donc, on prenait le sang selon les endroits. Donc là, on fait une petite prise de sang. Ou alors, là, vous voyez, les gens, ils ont des tubes. C'est parce qu'il y a un autre protocole où on peut avoir de l'ADN à partir de la salive. Pas en frottant, mais en crachant dans des petits tubes. Et dans ces cas-là, c'est intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de petits labos avec nous pour techniquer tous les soirs. D'un autre côté, c'est vrai que l'ADN, il est un peu de moins bonne qualité. Mais bon. Et voilà, les aventures en mission. Là, on s'est retrouvés au fond d'une rivière. Et donc, je reviens à la lactase. Donc, comment est-ce qu'on teste dans ces pays-là, et d'une manière générale, si les gens ont une lactase qui fonctionne? Alors, il faut que les gens arrivent à jeun. On teste l'hydrogène qu'ils ont dans leur respiration. Vous allez voir pourquoi après. On teste la glycémie à jeun. On leur donne 50 grammes de lactose à boire, l'équivalent d'1 litre de lait. Alors là, il n'était pas très bon. Maintenant, on a trouvé du lactose à l'orange. Ça marche beaucoup mieux. Mais bon, voilà, c'était nos premiers lactoses. Donc, elle faisait un petit peu la grimace. Donc, on donne ça, donc l'équivalent d'1 litre de lait. On mesure la glycémie. Si vous avez votre lactase persistante, votre enzyme, la lactase, elle a transformé le lactose en glucose. Pic de glycémie. Okay, donc à 20 ou 40 minutes selon les individus. On mesure aussi l'hydrogène. Si vous ne digérez pas le lait frais, attention, l'équivalent d'1 litre de lait frais, tout le monde peut boire un verre de lait, mais si vous ne digérez pas le lait frais, vous allez faire des gaz. Et ça, on le mesure dans l'hydrogène que vous expirez. Donc les gens qui ne digèrent pas le lait, ils font des pics d'hydrogène au bout de 2 heures et de 2 heures et demie. Donc on technique tous les soirs l'ADN. Et donc le résultat, alors dans cette zone du monde, c'est que la mutation qui permet à la lactase de digérer le lait chez les adultes, en fait, elle n'est pas très fréquente dans cette région du monde. Je vous avais dit, dans le nord de l'Europe, c'est 90%. Là, dans ces coins du monde, c'est entre 15 et 20%. Il y a quelques populations d'éleveurs nomades où c'est un peu plus élevé que les agriculteurs, mais pas tous. Des fois, c'est l'inverse. Bref, il n'y a pas eu visiblement de la sélection sur cette mutation dans cette zone du monde. En fait, ça s'explique. Il y a 2 manières d'expliquer ça. Premièrement, ils consommeraient du lait très vite fermenté. C'est-à-dire que beaucoup du lait qui est consommé, c'est du lait de chameau et du lait de jument et qui ont la particularité d'auto-fermenter très, très, très vite. Donc, dans ce cas-là, vous avez moins besoin de la lactase. C'est comme si vous mangez des yaourts. Il y a déjà tout ce qu'il faut, entre guillemets, pour les digérer. Et l'autre hypothèse qu'on a émise, c'est que peut-être aussi, il y aurait une flore intestinale, ils auraient une flore intestinale différente qui permettrait aussi de digérer le lactose. Et donc, on a monté un projet pour aller vérifier ça avec d'autres collègues en Mongolie cette fois-ci. Et il y a eu la Covid, donc on n'a pas pu y aller. Mais bon.
Donc, migration, rencontre, adaptation, hasard, c'est ce qui façonne la diversité génétique des populations humaines. On vient tous d'Afrique, on est une espèce qui a toujours migré, au contraire de nos plus proches cousins, les chimpanzés, bonobos, les gorilles. Eux, ils sont restés en Afrique. Ils ne sont pas bougés. Ils sont même restés à peu près toujours dans les mêmes zones d'Afrique. Donc, c'est vraiment une particularité humaine, cette migration. La migration, c'est un long processus. La colonisation de l'Australie, ça prend 20 000 ans d'aller du Moyen-Orient à l'Australie. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti avec son sac à dos d'Afrique qui allait en Australie. Même si on peut facilement marcher 1000 km par an, j'ai des amis qui se sont amusés à calculer, c'est pas un problème. Mais néanmoins, la colonisation, elle s'est faite vraiment petit à petit. 20 000 ans pour aller du Moyen-Orient à l'Australie, néolithique, il y a environ 5 000 ans pour aller du Moyen-Orient à la France. Donc en fait, c'est des quelques kilomètres par génération. C'est essentiellement des migrations sur des petites distances. Il y a eu aussi, on retrouve des migrations sur des longues distances. Mais pour l'essentiel, il y a beaucoup de migrations sur des petites distances. Et un des composantes majeures de la migration sur les petites distances, c'est ce qu'on appelle les systèmes de parenté. Je vais juste vous rappeler qu'on est une espèce qui a une particularité de dingue, c'est d'avoir plein de manières de faire famille à travers la planète. À travers la planète, vous avez plein de manières de faire famille. Papa, maman et 2 enfants, c'est quelque chose qui est vraiment typique de chez nous, mais c'est pas. Vous avez des familles étendues, vous avez des familles sans père, vous avez des familles avec plusieurs femmes, des familles avec plusieurs hommes, vous avez des familles où toutes les générations vivent ensemble, d'autres où les gens sont par génération. Il y a plein de manières de faire famille. Et il y a une des composantes importantes pour cette idée de migration, c'est où on va quand on se marie. Donc, je vous avais dit, par exemple, chez les populations, là, en Afrique centrale, elles sont plutôt patrilocales. Patrilocales, ça veut dire que si un homme et une femme viennent de 2 villages différents, c'est la femme qui bouge. L'inverse, c'est matrilocal. Si un homme et une femme viennent de 2 villages différents, ils vont s'installer dans le village de l'épouse. C'est matrilocal. Dans les sociétés patrilocales, c'est les femmes qui bougent. Dans les sociétés matrilocales, c'est les hommes qui bougent. Et ça, c'est plein de migrations à petite échelle sur un grand nombre de générations. Or, il se trouve que on a une majorité de sociétés qui sont patrilocales, telles que ça a été recensé par les ethnologues. Donc, dans notre espèce, en général, les migrations, c'est une affaire de femmes. On est une espèce où les femmes migrent plus que les hommes. Et c'est ces migrations de proche en proche qui ont permis de coloniser l'ensemble de la planète. Il y a des migrations, on a tous des ancêtres migrants, mais il y a aussi des populations qui sont restées sans trop migrer. Pourquoi on sait ça? Parce qu'il y a des adaptations locales bien documentées. Par exemple, l'altitude chez les Tibétains. Si vous sélectionnez pour un gène qui permet de vous adapter à l'altitude, ça prend des milliers d'années de sélectionner une mutation qui est avantageuse. Ça veut bien dire qu'il y a des gens qui étaient adaptés à l'altitude, qui ont transmis ce gène à leurs descendants, qui sont restés aussi en altitude, dont les petits-enfants sont restés sur place, etc. Ça prend du temps, la sélection. Et donc, le fait qu'on ait des sélections très locales, comme par exemple l'altitude chez les Tibétains, on a l'adaptation à l'arsenic pour certaines populations des Andes où il y a des taux d'arsenic naturel très élevés. Ça veut bien dire qu'ils sont restés pendant plusieurs centaines, voire milliers d'années avec des gens qui sont restés sur place. On a l'apnée chez les Badjo. Les Badjo, certains ont une mutation qui leur permet de faire de l'apnée pendant plus de 10 minutes. Enfin voilà, il y a pas mal des adaptations bien documentées. Donc en parallèle de ces mobilités, l'étude du passé nous montre de la stabilité, des familles qui bougent et d'autres qui restent. Ainsi, nous avons tous des ancêtres qui ont migré soit d'un village à un autre, soit traversé des milliers de kilomètres, et des ancêtres qui sont restés là où ils sont nés. Et voilà, j'ai fini.
Bonjour. Merci de cette conférence vraiment claire et magnifique. Vous avez très peu parlé d'Amérique, sauf pour dire qui venaient d'Asie, de Sibérie, qu'ils étaient parfois adaptés à l'arsenic. Ce que j'ai pu lire dans le passé, c'est que la colonisation de l'Amérique est assez particulière parce qu'il a fallu faire 15 000 kilomètres nord-sud avec des climats qui changeaient tout le temps, dont des technologies inappropriées, des régimes alimentaires qui changent, des altitudes qui changent. Et tout ça s'est fait apparemment très très vite. Alors est-ce qu'on en est toujours là? Parce que c'est pas mon domaine, donc j'y connais pas grand-chose. Mais j'avais l'impression que ça avait dû prendre 2000 ans d'aller d'Alaska jusqu'en Terre de Feu, ce qui est, par rapport à ce que vous nous avez dit, il manque un zéro, quoi. Alors, la colonisation de l'Amérique, c'est ça. En gros, les données génétiques pointent vers une entrée en Amérique il y a environ 15 000 ans, avant une phase de plusieurs milliers d'années au détroit de Bering. Et après, effectivement, une descente très rapide des populations humaines jusqu'au sud de l'Amérique. Donc quelque part, vous avez raison, la colonisation de l'Amérique est plus rapide que même l'arrivée des agriculteurs en Europe. Et c'est une question qui est encore travaillée, qui est assez intéressante en fait. La question que se posent les gens qui travaillent sur la colonisation de l'Amérique, c'est est-ce qu'ils ont colonisé par les côtes, ce qui expliquerait finalement une colonisation, je dirais, plus rapide, parce que quelque part, entre guillemets, vous pouvez faire des sauts un peu plus lents sans trop changer de mode de vie. Ou est-ce qu'il y a une colonisation par les terres? Et c'est pas encore tranché. Mais l'Amérique, c'est fascinant. Et nous, on a fait une étude sur les gens de la Terre de Feu, qui sont fascinants parce que c'est des gens qui avaient la capacité de plonger en apnée dans de l'eau à 5 degrés et qui étaient extrêmement résistants au froid. Et donc, on se demandait si ils étaient effectivement, si c'était s'il y avait eu plusieurs arrivées d'Amérique, dont une qui correspondait à ces individus jusqu'en Terre de Feu. Et en fait, non. C'est une adaptation qui s'est faite au froid extrêmement rapide. Bonsoir, merci pour votre exposé. La texture des cheveux est aussi une adaptation à la très forte chaleur. Pourquoi dans quasiment toutes les représentations d'hommes préhistoriques, on les voit avec des cheveux lisses? Écoutez, sur les gènes impliqués dans le fait d'avoir des cheveux bouclés ou des cheveux lisses, pardon, je ne sais pas si on connaît encore le déterminisme génétique. Par contre, on connaît maintenant celui des cheveux très raides que l'on retrouve dans des populations asiatiques. Ça, c'est une mutation dans un gène, enfin une différence dans un gène qui s'appelle EDAR et qui va donner une forme de cheveux qu'on retrouve après aussi du coup chez les gens d'Amérique. Et là, c'est pas une adaptation, c'est un tour que nous fait la génétique qu'on appelle de la pléiotropie, c'est-à-dire quand vous avez un gène qui agit sur plein de choses différentes. En fait, vous avez un gène qui s'appelle EDAR, où quand vous portez une certaine mutation, il permet une meilleure lactation au niveau des glandes mammaires des femmes. Et il a été certainement sélectionné pour ça. Et il a comme autre effet inattendu de faire des cheveux en baguette un peu raides. Donc la sélection a eu lieu certainement sur le fait de produire plus ou moins de lait dans les langues mammaires, mais cette mutation a aussi eu un effet sur le fait d'avoir des cheveux lisses, sans que le fait d'avoir ces cheveux lisses soit eux-mêmes une adaptation directement. Et donc pour les cheveux frisés, je ne connais pas du tout les déterminismes génétiques. Donc je ne sais pas comment ça marche. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé, je suis là. J'avais deux choses. Vous connaissez probablement Les Enfants de la Terre, cette série, cette saga où il y a des enfants avec des têtes plates et ils sont un petit peu rebutés. Ça vous dit quelque chose, Les Enfants de la Terre ? Pas Les Enfants de la Terre. Ma fille, ça doit pas être la bonne génération.
Votre fille? Ouais. Ah, je sais pas, mais enfin, en tout c'est cas, pour adultes, c'est pas pour enfants. C'est pour adultes. C'est Ah une, non, mais c'est je une l'ai pas série, vu. c'est Ah. une série de bouquins écrits par une Canadienne et qui relate tout ce qui se passe à peu près dans le. Je crois que ça se passe vers Bordeaux en dessous, et en fait, elle a fait des études. C'est très très intéressant. Hein. Elle s'est complètement documentée sur l'ère de la déglaciation, et en fait, cet Homo sapiens subit donc il y a un tremblement de terre, toute sa famille décède. Elle est élevée par les têtes plates. Et en fait, c'est terrible ce qui va lui arriver. Mais elle va devenir un personnage absolument incroyable. Et on suit un peu ses pérégrinations. D'ailleurs, mon chat s'appelle Mamoutoy parce qu'il y a une des peuples nomades qui s'appelle les Mamoutoy. Et en fait, il y a toute une histoire où elle fait finalement un enfant avec un tête plate. Et justement, c'était question de survivance, cette question de rejet, parce qu'ils n'étaient pas comme les autres. Ils avaient des caractères différents, des caractéristiques différentes. C'est très intéressant. Je suis étonnée que vous le connaissiez pas. Oui, les enfants de la Terre. Et ma deuxième question, et celle-là, c'est la vraie question, c'est... en Afrique, dans certaines peuplades, on avait pu remarquer que la contamination par le virus du VIH, du sida, n'opérait pas et qu'ils étaient un petit peu sauvegardés. Alors, je sais que par rapport à la peste, par exemple, l'allèle H25 ou je ne sais quoi, CCR5, voilà, a permis justement, la peste a permis justement de détruire cette En fait, c'est pour le sida, il y a une mutation qui a été trouvée dans un gène qui s'appelle CCR5 et qui permet aux gens qui portent la mutation d'avoir un taux de contamination beaucoup plus faible que les autres. Et donc, on pense que cette mutation a été sélectionnée dans le passé plutôt par le choléra. Ah, parce qu'on m'avait dit la peste. Okay. Il y avait visiblement, les derniers travaux que j'avais vus, ils penchaient beaucoup plus pour des épidémies de choléra qui, dans le passé, auraient sélectionné une mutation qui est devenue avantageuse dans le cadre de l'épidémie de sida. Donc, on a pu le prouver, quoi. Moi, des derniers travaux que j'ai vus, ça paraissait assez bien démontré, ouais. Très bien. Ben voilà, c'est tout. Je voulais juste savoir ça. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour. Vous avez juste souligné les cas sardes et basques. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Ah ouais, c'est trop sympa comme question. Non, alors bon, les Basques, voilà. Les Basques, vous savez, ils parlent une langue différente. C'est pas une langue indo-européenne. Ils ont leur langue à eux. En Europe, le reste des pays européens, on parle une langue indo-européenne. Donc les Basques, comme ils parlent pas une langue indo-européenne, ils ont des petites différences génétiques sur les groupes sanguins, les systèmes Rhésus, etc. Et donc le mythe basque, c'est que eux étaient les descendants des premiers chasseurs-cueilleurs européens, que eux c'était les vrais Européens et que après il y aurait eu l'arrivée effectivement des agriculteurs du Moyen-Orient, mais qui n'auraient pas touché les Basques, quoi. Les Basques c'était les Basques, quoi. Et donc toutes les études d'ADN anciens montrent non, ils sont pareils mélangés avec les populations d'agriculteurs d'Anatolie, ils sont mélangés pareil avec les peuples des steppes Yamnaya, donc ils ont une particularité qui date de seulement quelques siècles, qui est du fait qu'ils préfèrent se marier entre eux un peu plus que de se marier avec leurs voisins. Et donc l'ADN ancien, entre guillemets, fait tomber le mythe basque. Donc ça, c'était pour les Basques. Et les Sardes, par contre, eux, ils ont résisté à l'envahisseur. Non, c'est-à-dire ils n'ont pas de mélange avec le peuple des steppes, les Yamnaya. Les Sardes sont une des rares régions d'Europe où en fait on retrouve très peu de ces génomes des steppes des Yamnaya. Donc eux, par contre, oui, ils ont une petite différence que n'ont pas les autres populations européennes. Voilà.
Merci pour votre exposé passionnante. J'aurai énormément de questions, mais on aura affaire aux séances comme dans l'Assemblée nationale qui durera jusqu'à minuit. Donc je vais essayer quand même de réduire un petit peu. C'est très romantique d'écouter le passé, sauf si on a un très bon juriste qui va dire que droit de sol des Africains va dans les autres pays. De l'avenir. Aujourd'hui, on a vécu quelque chose où les échantillons d'ADN de tous, beaucoup de monde dans cette planète, ont été prélevés. On a certains pays qui ont les lois de bioéthique qui sont différentes. Donc, avec la médecine customisée, avec le test d'ADN et tout ça, on pourrait imaginer le scénario, si on regarde les séries de Last of Us, les pandémies et tout ça, le dystopien, les livres qu'on a beaucoup pour les jeunes ces derniers temps, le scénario pourrait être assez... comment dirais-je, totalitarien, si on ne va pas aller plus loin. Donc, quel est votre sentiment vers l'avenir, vers les possibilités d'une médecine spécifique avec une possibilité que certaines populations, certains gouvernements ont pu garder les échantillons de leurs citoyens et pas de façon, complotiste. Mon enfant est né en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Zélande, chaque enfant donne un échantillon de sang et le gouvernement le garde. Donc c'est pas forcément qu'un pays doit être plus totalitarien que l'autre, mais quel serait votre sentiment sur cette éventualité, vu que beaucoup d'argent peut être gagné par certains tests? Alors, il y a des pays totalitariens qui le font. Hein. La Chine, elle a échantillonné tous les Ouïghours. Hein. Et je ne pense pas que ça soit pour leur faire du bien. Hein. Moi, je pense que, si vous voulez, les avancées génétiques comme ça, c'est des avancées scientifiques. Après, c'est à la société de s'en emparer et d'en faire des choses qu'elle souhaite en fonction de son éthique et de son système judiciaire. Par exemple, les tests d'origine génétique, si vous regardez sur Internet, ça va être utilisé pour mettre en avant que beaucoup de gens ont effectivement des ancêtres migrants. Et c'est utilisé d'un autre côté par les mouvements d'extrême droite, alt-right aux États-Unis, pour mettre en évidence une européanitude, je veux dire qu'ils vont mettre en avant. C'est-à-dire que le même test, c'est-à-dire le même outil, peut être utilisé de manière très différente. Les tests d'origine génétique aux États-Unis, tout le monde a le droit de les faire. En Europe, en France, c'est interdit. Et j'étais à un débat il y a pas très longtemps à Bordeaux qui traitait de cette question-là. Et c'est évident qu'on n'a pas la même histoire selon les pays. Je veux dire, nous, quand en Europe on a fiché des gens, il n'y a pas très longtemps, ça s'est mal fini, quoi. Donc chaque pays, alors que finalement aux États-Unis ça les gêne pas. Voilà. Chaque pays doit se mettre son cadre éthique, et c'est fondamental, autour de ces avancées. Mais c'est pas les avancées en tant que telles qui sont bien ou mal, c'est le cadre moral et éthique que l'on va mettre autour de ces avancées. Ce que vous dites, la médecine personnalisée, si ça permet de détecter une maladie génétique rare à un nouveau-né dès sa naissance, si en plus, coup de bol, c'est une maladie qu'on peut soigner, tant mieux, quoi. Enfin, je veux dire, faut pas... voilà, c'est génial. Maintenant, si c'est utilisé pour commercialiser des données auprès des assurances pour qu'après, ils refusent d'assurer certaines personnes en fonction d'un pseudo-risque génétique d'une maladie, c'est pas bien. Donc, c'est le rôle... Heureusement, on est dans des pays où il y a des comités d'éthique et c'est leur rôle de définir comment on peut utiliser ces nouveaux outils qui, moi je vous le dis, ne sont ni bien ni mal. C'est des nouveaux outils, quoi. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Hein. Bonsoir, merci pour cet exposé passionnant. J'avais une question par rapport à Sapiens qui va rencontrer différentes lignées humaines. Et pourquoi, au final, c'est toujours lui qui est resté, alors que lui, il venait d'ailleurs, il était peut-être moins adapté, en fait. Ouais. Est-ce qu'on a des explications ? Oui, mais alors c'est une question, c'est fascinant hein, comme question. Ce qu'on peut dire à partir des données génétiques, c'est que Néandertal, c'était des populations qui étaient déjà en décroissance démographique quand Sapiens arrive.
que c'est des populations qui génétiquement avaient accumulé pas mal de mutations, on dit délétères, c'est-à-dire qu'il n'avait pas un génome, il avait un génome pas très performant, que c'est une espèce qui avait moins de diversité génétique encore que la nôtre. Déjà qu'on est une espèce qui n'a pas énormément de diversité génétique, eux, ils en avaient encore moins, entre guillemets. Vous savez, l'avenir d'une espèce, ça va être soit de se transformer, soit de disparaître. Ils étaient déjà plutôt, d'un point de vue données génétiques formelles, sur la voie de quelque chose qui n'était pas top, quoi. Et Denisova, un peu pareil. Maintenant, la rencontre avec Sapiens, elle a peut-être accéléré ce processus, vu qu'on se côtoie pendant quelques milliers d'années, donc on était peut-être en compétition écologique, où ça a morcelé encore plus les populations néandertaliennes, je ne sais pas. Donc, je dirais que là, dans ce cas-là, on a de la chance d'avoir été une espèce qui avait un peu plus de diversité génétique que Néandertal, parce que tout ce que montrent les préhistoriens à l'heure actuelle, c'est que Néandertal, il était visiblement pas bête, il enterrait ses morts, il avait une culture symbolique, il chassait en groupe, il mangeait du crabe, il chassait des éléphants à plusieurs, enfin, voilà, il était pas, enfin, il était plutôt pas mal, quoi, comme espèce, franchement, enfin, je trouve, ça aurait été sympa qu'il reste, quoi, voilà. Mais voilà où on en est là-dessus. Et Denisova, pareil, hein, diversité génétique, alors vraiment pas forte, hein. Pas mal de mutations, d'accumulation de mutations délétères, voilà, donc... Merci. Bonsoir. Je voulais savoir, suite à la découverte récente dans la grotte au Laos de Tampaling, il parle justement du Denisova, oui, et aussi d'une migration bien plus ancienne d'Afrique vers le Laos. Je voulais avoir quelques explications. Tout à fait. Alors d'ailleurs c'est un de mes copains, Fabrice Déméter, qui travaille là-dessus. Oui, alors lui, il a trouvé une dent au Laos qui pense qu'il est denisovienne, ce qui est très intéressant parce que je suis pas rentrée dans les détails, mais en gros, Denisova, on le trouve par son ADN en Sibérie. On trouve une mâchoire au Tibet, mais les populations qui ont le plus de leur ADN de denisovien, c'est les populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'Océanie. Donc on pense qu'il avait une aire de répartition beaucoup plus grande. Et le fait de trouver une dent qui serait denisovienne au Laos, ça va bien dans ce sens-là. Mais voilà, il faut encore... Là, ils vont essayer de faire l'ADN dessus. Ils ont certainement trouvé d'autres choses. Là, il est revenu de mission il y a 15 jours. Je pense qu'ils ont trouvé d'autres choses. Ils vont essayer de tester formellement s'il y a Denisova jusque-là. Après, le fait qu'ils trouvent des sapiens, alors de mémoire, c'est 70 000 ans là. Oui, je vous ai dit, on a d'autres sorties de sapiens avant. La sortie de 70 000 ans, c'est la sortie qui a laissé des descendants génétiques jusqu'à nos jours. On aurait d'autres sorties avant parce que dans le génome de Néandertal, on trouve des traces de mélange avec des sapiens qui dateraient de 150 voire 200 000 ans. Donc il y a peut-être eu d'autres sorties d'Afrique avant de sapiens ou d'anciens sapiens, mais qui n'ont pas laissé de descendants génétiques jusqu'à nos jours. Il y a aussi des restes archéologiques en Grèce que certains classent parmi une mâchoire parmi des sapiens qui dateraient de 140 000 ans. Donc voilà. Donc les trouvailles de ces anciens humains au Laos vont tout à fait dans ce sens-là. Il y a eu visiblement d'autres sorties avant, mais qui n'ont pas laissé de descendants génétiques jusqu'à nos jours. D'accord, merci beaucoup. Oui. Ce que je voulais savoir, c'est combien de personnes ça pouvait représenter. Parce qu'on parle des Néandertaliens, mais ils étaient combien? 3 millions, 30 millions, oh non, moins que ça. 300 000, 30 000. Et on a estimé la sortie Sapiens, sortie d'Afrique, on estime 10 000 individus comme ordre de grandeur. Oui. Colonisation de l'Australie, on estime moins de 1000 individus. De mémoire, le million, on doit commencer à l'avoir seulement vers le néolithique, quoi. D'accord.
Donc on est plutôt sur des dizaines de milliers d'individus, peut-être 50 000. On se marchait pas sur les pieds. Hein. Non, mais donc idem pour les Néandertals. Ah oui, encore moins. Ouais. Et Denisova, parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent d'Afrique aussi ou... En fait, de ce qu'on sait d'après les données génétiques, c'est que vous avez une sortie d'Afrique qui serait datée autour de 600-700 000 ans, qui viennent donc en Eurasie et qui auraient évolué d'un côté pour donner des Néandertals plutôt en Europe et de l'autre côté pour donner des Denisova plutôt à l'est de l'Himalaya. Donc, mais ils viendraient à peu près, ils viennent de la même branche parce que eux, ils se séparent seulement il y a 400 000 ans. Donc eux, c'est des cousins de 400 000 ans et nous, on est des cousins de Néandertal de 600 000 ans. Mais et donc ni Néandertal ni Denisova sont allés en Amérique. Hein. Non. Donc il y avait personne avant les sapiens. Ouais. Et parce que moi j'ai entendu parler d'un site en Mexique, au Yucatan, qui daterait de presque 18 000 ans. Oui, non, mais c'est ça. Grosso modo, les données génétiques, elles pointent vers de l'ordre de 15 000 ans, mais il y a même des sites archéologiques qui seraient même plus anciens que ça, qui dateraient même de 30 000 ans. Donc, mais c'est pas Denisova ou Néandertal, ce serait peut-être des sapiens qui sont venus avant, mais en tous les cas, ils n'ont pas laissé de descendants génétiques. Eux, rien du tout, quoi. Mais encore, c'est très débattu, parce que... En fait, c'est quand vous trouvez ce qu'on appelle des outils lithiques, il faut prouver que c'est vraiment un outil façonné par l'homme et que ça n'a pas été fait autrement par l'érosion, voilà. Donc, c'est encore débattu. Mais on est quand même dans 15-18 000 ans. Il y en a qui disent qu'ils trouvent des trucs de 30 000 ans en Amérique. Je ne sais pas. À suivre. Bonsoir. Je voulais savoir dans quelle zone géographique actuellement on cherche le plus on opère des fouilles pour trouver des fossiles de sapiens. Dans quelle zone géographique on cherche le plus et dans quelle zone on aimerait chercher? Alors là, il y a la ruée vers la Chine pour essayer de trouver Denisova, enfin voilà, sur toute l'Asie, quoi. Le premier qui trouve un beau squelette qui peut me démontrer par son ADN que c'est un Denisovien, ce serait vraiment, voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il y a des nouvelles techniques qui sont en train de se développer. Vous avez des techniques notamment basées sur ce qu'on appelle l'ADN environnemental, c'est-à-dire vous extrayez pas l'ADN directement du fossile, mais vous extrayez l'ADN de l'endroit où vivait la personne. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser peut-être ce type de technique pour peut-être trouver des traces d'ADN d'individus de la lignée humaine, par exemple dans l'Afrique tropicale. On peut imaginer qu'il y aurait de l'ADN qui serait enfermé dans des molécules d'argile au fond des lacs et qui aurait gardé dans ce cas-là des traces d'ADN d'espèces dont on ne retrouve pas de fossiles parce que dans les conditions de forêt tropicale, les fossiles ne se conservent pas. Donc moi, c'est les deux endroits où je vois à l'avenir où il pourrait y avoir des grandes percées, quoi, scientifiques sur la colonisation de la planète. Il y a une question ici. Oui, bonsoir. Une question nous venant d'Internet. La sélection des embryons pour éliminer certaines maladies génétiques ne risque-t-elle pas de nous priver de possibles mutations qui pourraient être un jour utiles ou bénéfiques? Ben oui, c'est pour ça qu'on trie, entre guillemets. Trier, c'est un mot un peu rude, mais on a une liste de maladies connues. En tous les cas, en France, quand on regarde l'ADN d'un embryon, parce qu'il y a des risques liés à l'histoire familiale, c'est pour une liste de maladies bien connues. Sinon, on peut pas s'amuser à trier sur des choses où on sait pas ce que ça fait, quoi. Non, mais ce que veut dire, je pense, l'internaute, c'est on trie pour des maladies très précises, mais peut-être que ces mêmes caractéristiques nous seraient utiles plus tard et on s'en priverait. Oui, alors on pourrait imaginer ça, mais ce pourquoi on trie, c'est vraiment des maladies où en général les gens ne se reproduisent pas. C'est-à-dire que même si l'enfant pouvait survivre, en général, de toute façon, il pourrait pas se reproduire. Bonsoir.
Oui, juste là. Merci pour votre présentation, c'était vraiment très intéressant. J'ai une question sur une population qui est en Mélanésie, donc c'est en Océanie. C'est sur les îles Salomon, il me semble. Précisément, il y a une population qui a une peau très mate, avec des cheveux très très blonds, blond platine. Et c'est une mutation génétique aussi. Et je voulais avoir plus d'explications si vous savez. Tout à fait. Il y a un très beau papier sur ces populations-là qui est sorti il y a une dizaine d'années et qui montrait justement, ils ont les yeux bleus aussi, de mémoire, et qui était intéressante parce qu'elle montrait que c'était donc une mutation complètement différente de celle qu'il y a en Europe, parce que la question se posait, est-ce que c'était lié à des mélanges avec l'arrivée d'Européens? Et en fait, c'est une mutation différente. C'est comme pour la persistance de la lactase. Vous avez des mutations différentes dans des populations qui font la même chose. Et de la même manière, là, vous avez ça pour la couleur des yeux. Moi, je me souvenais des yeux. De la même manière, pour la couleur de peau, les mutations qui font une couleur de peau plus claire en Europe ne sont pas les mêmes. C'est d'autres mutations en Asie. Donc ça arrive régulièrement qu'on ait plusieurs manières de faire un même phénotype avec des mutations différentes. Merci. Bonsoir. Ici, plein centre. Ouais, vous avez évoqué rapidement une incorporation plus rapide des Yamnaya dans le génome européen. Et puis après, vous avez fait un parallèle avec les pygmées pour expliquer un peu comment ça peut se passer des interactions entre chasseurs-cueilleurs, éleveurs, etc. Et on n'a pas eu le fin mot de l'histoire de pourquoi les Yamnaya ont une incorporation plus rapide dans le génome européen. Est-ce que c'était violent ou... C'est mal passé, non ? Alors c'est plus rapide que le néolithique, mais ça prend quand même, selon les zones d'Europe, quelques centaines d'années. Et quand l'article qui a montré l'existence de ce génome venu des steppes a été publié, le titre de l'article, c'était « Massive Migration in Europe from Yamnaya ». Et ça donnait vraiment l'idée d'un déferlement de hordes, et ça avait été beaucoup repris comme ça. Et en fait, je voulais montrer qu'il y avait d'autres manières de faire des mélanges génétiques que des invasions massives d'individus. Et d'ailleurs, ce que je dis, je pense que j'ai plutôt raison, parce que maintenant qu'on fouille un peu plus dans le détail, avec des données, avec des meilleures datations un peu plus précises, on se rend compte que c'est finalement un phénomène plus graduel que ce que laissait entendre le premier article qui était sorti comme ça. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore une dernière question ? Oui, une question Internet. Allez. Donc une autre question Internet. Pourquoi on trouve ni ADN mitochondrial, ni chromosome Y de Néandertal dans les humains modernes, et alors qu'il y a eu des mélanges ? Alors, l'ADN mitochondrial de Néandertal, effectivement, on n'en retrouve pas parce qu'on pense que les mélanges ont été sexe spécifiques avec des femmes sapiens qui se sont croisées avec des hommes néandertaliens. Donc soit ça s'est fait au moment du croisement, c'était des femmes avec des hommes, soit il y a eu des mélanges dans les deux sens, mais non survécu que les descendants où c'était la femme sapiens et l'homme néandertalien. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'ADN mitochondrial de Néandertal, parce qu'il aurait fallu que ce soit des femmes néandertaliennes qui se croisent avec des hommes sapiens. Et maintenant, pour le chromosome Y de Néandertal, donc on a là des hommes néandertal, visiblement ça marchait pas. C'est-à-dire que voilà, si on recevait un Y néandertal, ça marchait pas, quoi. Ça a été éliminé par sélection naturelle. Ça allait pas, quoi. Il y avait. On va. Attendez le micro, monsieur, et on prend votre question et après on s'arrête là. Merci beaucoup. Merci pour votre conférence et vos livres. J'aurais voulu avoir votre assentiment sur les vaccins ARN qui pourraient, soi-disant, modifier notre ADN. Ah non, ça c'est complètement faux. L'ARN, c'est de l'ARN messager, ça ne peut pas modifier l'ADN.
radical. Eh bien, merci beaucoup, Evelyne Heyer. Je rappelle les titres de vos 2 derniers livres, L'Odyssée des gènes et puis La vie secrète des gènes chez Flammarion. Merci à toutes et à tous. Un grand merci à l'équipe technique et à l'équipe d'accueil qui assure chaque mercredi le bon déroulement des Agora des Savoirs, et aussi un grand merci à l'équipe de Desel qui a évidemment du pain sur la planche aussi chaque mercredi pour effectuer l'interprétariat en langue des signes.